Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Et je ne vais pas vous parler depuis la chute d'eau, vous n'allez pas m'entendre. Alors effectivement, la chute d'eau va être un peu bruyante et on va plutôt faire ça en classe virtuelle. Je vais vous montrer un petit oiseau et grâce à ce petit oiseau, je vais chercher son identification comme si je ne la connaissais pas. On va découvrir beaucoup de choses. Je voudrais vous préciser que j'ai fait la leçon 40 de la formation ornitho sur les oiseaux de France. Et c'est certainement la leçon la plus difficile, la plus complexe, la plus longue. Malgré tout, les retours sont positifs, mais certaines personnes trouvent ça un peu difficile et pourraient ne pas avoir tout compris. Je sais qu'il y a au moins un concept dont je parle dans la vidéo qui vaut la peine d'être approfondi. Si, après cette vidéo, et après avoir éventuellement revu la leçon 40 sur les pie-grièches, vous avez toujours des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais faire d'autres petites vidéos comme celle-ci pour compléter et répondre à vos questions, pour rendre les concepts que nous avons abordés plus faciles. Notre petit oiseau est sur l'île de Bornéo. Je vois un insectivore furtif, vous voyez qu'il est furtif, il n'est pas facile à voir, et quand finalement il se montre, eh bien je vois un petit oiseau insectivore avec une longue queue et des ailes assez courtes. Selon la méthode formation ornitho, une fois qu'on sait que c'est un insectivore furtif, il faut identifier la famille, puis il faut identifier le genre, et alors seulement on cherche les critères d'espèce. Ici, ce n'est pas le but, puisque je veux vous parler de la notion de cline. Donc on part du principe que vous avez une certaine expérience, que vous voyez rapidement que cet oiseau est un oiseau de la famille des cysticolidés, et qu'avec la longue queue, on est dans le groupe des genres qui ont une longue queue. Certaines cysticoles peuvent avoir une longue queue, en fait, notamment en Afrique. Uniquement en Afrique, je crois même. Sinon, c'est surtout les apalys et les prignats. Les apalys sont souvent très colorés et n'existent qu'en Afrique. Et donc, comme on est en Asie, on est sur l'île de Bornéo, eh bien, c'est forcément une prigna. Alors, si vous êtes bon dans la méthode formation ornitho et que vous avez été jusque-là, vous n'êtes peut-être pas parfait, et vous oubliez que la méthode dit qu'il faut ensuite aller dresser la liste des possibilités, c'est-à-dire qu'il faut vérifier quels sont les oiseaux qui correspondent à votre identification dans la zone géographique concernée. C'est la liste de référence pour la France. Quand vous avez identifié que votre oiseau est un oiseau de mer, par exemple, un oiseau pélagique, c'était le cas dans la leçon 39, pour laquelle j'ai fait une vidéo de correction, vous avez vu un petit océanite, eh bien il fallait répondre océanitidés tout simplement parce que c'était la seule famille dans la liste. Et les hydrobatidés ne sont pas dans notre liste pour le moment. Bon, évidemment, ici, si je suis à Bornéo, je ne suis pas en train de faire un exercice, je veux vraiment identifier mon oiseau. Mais je suis un peu distrait et j'oublie d'aller voir la liste des cysticolidés de Bornéo. Et j'ouvre directement en guide de terrain ou une encyclopédie. Je vous montre ici une capture écran d'une toute petite partie de la page des cysticolidés, au niveau des prignats, de l'encyclopédie des oiseaux du monde. Peu importe leur répartition géographique. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. C'est loin d'être facile. Et même si je fais l'effort de regarder chaque dessin et mon oiseau, il n'y en a pas une qui saute aux yeux. Et donc je pense enfin à aller voir quelles sont les possibilités dans ma région géographique. Précisons que si j'étais en Inde ou au Népal par exemple, il y aurait de nombreuses espèces et il faudrait étudier chaque critère. Mais je vais sur Avibase qui est disponible en français, enfin en partie, je clique sur les listes et je choisis l'île de Bornéo. Je vais jusqu'à la famille des cysticolidés, éventuellement avec la recherche, CTRLF. Je vois que la liste des cysticolidés de Bornéo est très courte et qu'il n'y a qu'une seule prigna. La prigna à ventre jaune. Or, mon oiseau n'a pas tellement le ventre jaune, il est un peu jaunâtre, bon. Mais, d'après le dessin, si je vois bien le dessin, c'est pas la même couleur. Alors, à la formation ornitho, on a appris que les couleurs, il fallait se méfier. Enfin, quand même, elle s'appelle à ventre jaune. Bon. Alors, un bon réflexe, c'est d'aller voir sur un moteur de recherche, de taper le nom de l'oiseau, et d'aller voir les photos. Un très bon réflexe, c'est de taper le nom de l'oiseau dans un moteur de recherche et d'ouvrir la page de notre encyclopédie, qui apparaît très souvent quand on met un nom d'oiseau en français. Ici, vous voyez, elle apparaît en première page. Vous ouvrez, vous regardez les photos, j'en montre qu'une ici. J'espère que vous irez lire la fiche en détail par vous-même.
Mais on voit la photo de couverture et on voit une Prinia qui a bien le ventre jaune. Donc le dessin de l'encyclopédie n'était pas exagéré. Donc mon oiseau n'a pas l'air tellement de ressembler. Et puis je tape image dans Google par exemple. Et puis je regarde attentivement des pages qui ont l'air sérieuses, parce qu'il peut y avoir des erreurs d'identification dans Google Images, qui est un moteur de recherche et qui n'est pas du tout spécialisé en ornithologie. Et je regarde et je vois des oiseaux au ventre jaune, voire même jaune vif. Ça ne ressemble pas à mon oiseau. Pourtant, ça ne peut être rien d'autre. Alors j'ai envie de dire, si à Bornéo, la Prinia à ventre jaune n'a pas le ventre jaune, ou presque pas, pourquoi c'est pas une autre espèce? Et ça pourrait être une autre espèce. Il y a comme ça des oiseaux qui, dans une région géographique particulière, a un caractère particulier, qui avant étaient considérés comme une espèce, souvent une sous-espèce différente, mais qui appartient à une espèce plus répandue, et puis on découvre avec plus de recherche qu'elle est plus distincte que ce qu'on croyait, et on décide d'en faire une espèce différente. Il y a plein de cas. Vous pouvez voir par exemple cette Prinia qui n'existe qu'à Java, et qui est une ancienne sous-espèce de la Prinia à ventre jaune, et on estime maintenant que c'est une espèce différente. Pourquoi pas celle de Bornéo? Alors ça peut arriver, ça va peut-être arriver. Mais le problème, c'est le clean. Vous allez dire, on en parle enfin. Après 7 minutes de vidéo ou quelque chose comme ça, on cite enfin le mot qui est le titre de la vidéo. C'est-à-dire que si en Inde, au Pakistan, au Népal, la Prinia à ventre jaune a le ventre bien jaune, et qu'à Bornéo, elle a quasiment pas le ventre jaune, et qu'il n'y avait rien entre les deux, on dirait c'est deux espèces. On ne voit pas tellement pourquoi on hésiterait. Mais voilà, il existe plein de Prinias entre les deux, et entre les deux, elles sont entre les deux. C'est-à-dire que, pour faire simple, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité dans le cas de la Prinia, mais ici c'est vraiment pour vous expliquer le clean. Plus vous allez vers Bornéo, vers l'est, le sud-est, moins elles ont le ventre jaune. Et plus vous allez vers l'ouest, en particulier au Pakistan, plus elles ont le ventre jaune. C'est progressif. Et c'est ça qu'on appelle en clean. Donc, c'est ennuyeux parce que si on décide qu'il y a 2 espèces, 3 espèces, très bien, mais où est-ce qu'on met la limite? Imaginez, ici c'est évidemment fait par ordinateur, la réalité n'est pas comme ça. Imaginez que c'est comme en curseur, et dès qu'on fait un pas vers la droite, vers l'est, c'est un peu moins jaune, et un petit peu vers l'ouest, ça devient un peu plus jaune. C'est impossible de mettre une limite. C'est même pas impossible de mettre une limite entre des sous-espèces. Et donc, si on a un clean parfait, ça c'est un clean parfait, mais dans la nature, à ce point-là, ça n'existe pas, eh bien, c'est impossible de délimiter des taxons, donc des sous-espèces ou des espèces. C'est juste le même taxon, mais il y a en clean. Et vous l'allez trouver comme ça, dans la littérature, on vous dira c'est en clean. Maintenant, il peut avoir des limites. Les limites sont rarement découpées au couteau. Mais ici, je vais vous montrer du gris foncé vers le blanc, c'est plus facile, c'est plus visuel. Imaginez que ce soit découpé comme ça tout net, comme on a dit, ventre jaune ou pas ventre jaune, gris ou blanc, pas de problème, on peut faire 2 espèces, aucune difficulté. Mais si vous avez plein de petites bandes, et que c'est de plus en plus clair d'un côté, plus en plus foncé de l'autre, eh bien, on peut faire plusieurs sous-espèces par exemple. Ici, on peut dire il y a 7 sous-espèces. C'est une possibilité, il faut voir ce qui se passe s'il y a une zone de contact entre le gris un peu clair et le gris un peu moins clair. Là, sur l'ordinateur, c'est une ligne toute nette, évidemment. Est-ce que dans la réalité, c'est progressif? Ou est-ce que c'est aussi net? Selon les cas, on peut décider que c'est la même sous-espèce ou non. Mais, dans les livres, dans la littérature, vous trouverez que si les sous-espèces, s'il y en a plusieurs, et qu'il y a une évolution, par exemple des sous-espèces nordiques qui sont plus grandes vers les sous-espèces méridionales qui sont plus petites, c'est souvent le cas, ou des oiseaux occidentaux, par exemple dans les déserts, les alouettes qui vivent en Afrique de l'Ouest sont souvent plus rousses, de couleur plus chaude donc, et plus on va vers l'Est, vers le Moyen-Orient, plus elles ont des couleurs froides, plus grises. Bon, on sait pourquoi, c'est parce que le sable est différent, et le sable est plus jaune à l'ouest, et le sable est plus gris à l'est, de façon générale, en moyenne. Et donc les oiseaux se sont adaptés.
Et donc c'est en clean, et c'est difficile de déterminer des sous-espèces. Mais si il y a une zone entre les deux, par exemple il n'y en a pas, imaginez une alouette qui a en Afrique de l'Ouest, du Nord-Ouest, même au Cap-Vert, mais il n'y en a pas dans le Sahara central, et puis on en retrouve au Moyen-Orient, alors c'est facile, il y a la sous-espèce de Moyen-Orient, plus grise, la sous-espèce d'Afrique de l'Ouest, plus jaunâtre, tout va bien. Mais encore une fois, si vous avez tous les intermédiaires, où allez-vous mettre la limite? Alors, si vous voulez creuser cette question, des sous-espèces, des races entre les guillemets, bien j'ai une vidéo de spécialisation, donc je vous renvoie vers cette vidéo qui est plus détaillée que celle-ci et qui aborde plusieurs concepts, mais le clean fait partie des notions à comprendre pour comprendre les sous-espèces, et après cette vidéo-ci, cette vidéo sur les races et sous-espèces vous paraîtra particulièrement facile à comprendre. Donc je vous invite à aller la voir. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est pas pour vous parler de la prigna à ventre jaune, même si c'est un joli petit oiseau, et que c'est l'occasion de mettre sa page à jour. C'est pas le souci. Non. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de clean. Il y a beaucoup de clean, y compris en Europe. Et souvent, ça pose des problèmes d'identification. Parmi les oiseaux difficiles à identifier, en Europe, il y a le goéland brun. On peut le confondre avec le goéland marin, même si, regardez ma page comparative par exemple, on a des critères assez nets. Sur le bout de l'aile, chez l'adulte, la couleur des pattes, même si j'aime pas trop la couleur des pattes comme critère, l'épaisseur du bec, etc. Donc en fait, dans tous les livres, quand vous regardez identification du goéland brun, ils vous disent c'est un goéland foncé, comme le goéland marin, mais un petit peu moins noirâtre sur le manteau, la couleur des pattes, etc. Mais rarement, on vous donne des différences avec le goéland leucophée. Pourtant, il est beaucoup plus semblable au goéland leucophée, sauf que si vous êtes en Europe centrale ou orientale, en Finlande, le manteau est presque noir chez le goéland brun, et il est gris, plus foncé que l'argenté ou le pontique, mais quand même gris, chez le goéland leucophée, et donc chez les adultes, il n'y a pas de difficulté. Sauf que le goéland brun est en clean, et plus vous allez vers l'ouest, eh bien plus il est clair. Et les plus occidentaux, donc du côté de l'Irlande par exemple, ils sont tellement clairs qu'ils ont à peu près le même manteau que les goélands leucophées, qui sont aussi en clean, mais en clean dans l'autre sens. Les plus clairs, c'est plutôt du côté de la Turquie, et les plus foncés, c'est plutôt du côté de l'Atlantique. Il y a même une sous-espèce Atlantis, en particulier aux îles Açores, plus foncés, qui sont aussi foncés que bien des goélands bruns occidentaux, et donc ils cohabitent puisqu'on est dans l'Atlantique. Et à ce moment-là, reconnaître un goéland brun dans le leucophée devient très compliqué. Alors on ne va pas solutionner le problème des goélands ici, mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi c'est compliqué. C'est la première étape pour solutionner un problème, c'est de comprendre le problème. Et le problème, il est là. Le problème, ce sont les cleans. D'ailleurs, le goéland brun et le goéland leucophée sont certainement des espèces très proches, et le fait qu'ils aient des phénotypes très proches dans l'Atlantique donne peut-être une idée d'une évolution qui a pu se faire à partir d'un ancêtre commun très récent, peut-être dans l'Atlantique, par exemple. Et il y en a un qui a pris un chemin méridional et qui s'est éclairci, et un autre qui a pris un chemin nordique et qui est devenu plus foncé. Alors là, ici, vraiment, c'est très simplifié ce que je dis. C'est une idée comme ça qui me vient à l'esprit. J'ai pas été étudié l'origine des goélands. C'est pour vous montrer un petit peu le genre de recherche qui peut être faite sur des cas pareils. Mais vous, a priori, vous n'êtes pas là pour la recherche. Vous êtes là pour identifier les oiseaux. En tout cas, ceux qui suivent la formation ornitho des oiseaux de France. Ici, ce n'est pas une leçon de cette formation, mais c'est une vidéo hors série qui complète la formation et qui peut être utilisée à n'importe quel moment pour que les gens puissent comprendre ce qu'est un clean. Voilà. S'il vous reste des questions sur ce concept, posez-les. Si vous avez des questions concernant la classification et ce genre de difficultés avec des sous-espèces qui deviennent des espèces, etc., en particulier si vous avez vu la vidéo des pygrièches, mais aussi si vous regardez la vidéo des sous-espèces dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou la vidéo qui explique la notion d'espèce tout simplement, qui est plus ancienne, mais qui à mon avis reste très correcte, qui est la leçon 3 de la formation ornitho, j'ai dû la faire en 2019 si je me souviens bien, n'hésitez pas à aller la revoir, et il y a des exercices associés, vous pouvez éventuellement les refaire, même s'ils ont été corrigés, il suffit de ne pas aller voir les corrections et d'essayer par vous-même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a rendu service, je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien, et je vous dis à très bientôt.